Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre regard de femme sur Pauline Réfé-Hellman, qui a donc accompagné Dave Hellman pendant toutes ces années où il a repris l'hypnose, et elle a été certes dans un premier temps sa secrétaire pour Hobby Lobby, l'émission de radio, et après elle a été sa partenaire dans les cours en hypnose qu'il proposait aux médecins. Alors, Larry répond à la question: Pauline aimait-elle pratiquer l'hypnose avec, je trouve un peu difficile de parler d'événements spécifiques, mais je crois que ma mère aimait pratiquer l'hypnose. J'ai posé cette question pour une raison toute simple, c'est que je pense, comme Larry, il peut y avoir des personnes qui n'apprécient pas particulièrement l'hypnose. Larry, il pratique parce que il est le fils Hellman. D'ailleurs, jusqu'à sa retraite, il pratiquait pas. Il le dit lui-même, il a commencé l'hypnose quand il était à la retraite parce qu'il s'est rendu compte de l'impact de son père et parce que Cheryl, elle, s'y est aussi intéressée, donc sa femme, ce qui fait que ça lui a permis de passer une retraite à faire des séminaires. Mais il me disait un moment, pendant la convention Hellman, quand je parlais avec lui au bar, il me disait j'aurais fini plus tôt, j'aurais pas recommencé l'hypnose, moi j'aurais vécu tranquillement ma retraite, ça m'aurait pas forcément dérangé. Là, ça m'a fait une retraite vachement active, alors que j'avais prévu, moi, d'être tranquille après l'armée. Donc c'est assez intéressant à voir que la passion pour l'hypnose, c'est pas forcément toujours ce qui habite les gens, mais il y a des moments, il y a des personnes qui se sentent attirées ou vont mettre en place des choses parce que c'est un peu contextuel. A-t-elle pratiqué l'hypnose avec les enfants? Maman a-t-elle pratiqué l'hypnose avec les enfants? Elle l'a certainement utilisée sur moi quand j'étais plus jeune, et aussi sur mes enfants. Je ne me suis pas en mesure de dire si elle l'a pratiquée sur les enfants de quelqu'un d'autre quand elle était en déplacement. J'en doute sérieusement. Si un enfant avait été amené en classe par un médecin, cela aurait été possible mais improbable. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'occupait normalement des patients des médecins en classe que si elle avait besoin d'en sortir un pour le calmer. Donc on voit le rôle que Pauline avait, c'était réellement quand il y avait une démonstration et qu'il pouvait y avoir une abréaction, ou même pour les personnes qui suivent, qui rentraient dans des transes, parce que c'est souvent le cas quand on est en cours, et qu'il peut y avoir des émerges qui sont un peu difficiles, eh bien, elle les gérait. Par contre, c'est intéressant cette notion-là, elle l'a certainement pratiquée sur les enfants, c'est même sûr. Non, je dis c'est sûr, non, le père c'est sûr, elle, effectivement, on n'en est pas sûr. Question 6. A-t-elle vu des clients dans un cabinet privé? Dave Hellman avait une règle très stricte concernant les patients. Tout patient amené en classe par un médecin était le patient du médecin, pas celui de papa. Le patient pouvait-il être utilisé pour des démonstrations en classe? Clairement oui. C'est pourquoi les médecins étaient encouragés à les amener. Mais il était totalement, je pense, interdit. Il restait totalement le patient du médecin. En raison de la rigueur avec laquelle cette politique était suivie, Pauline Hellman ne pouvait pas voir de patient / client. Pensez un instant aux aspects juridiques au milieu du XXe siècle. Enseigner de l'hypnose était une chose, pratiquer la médecine sans licence en était une autre. Donc là, on est sur un des problèmes classiques qui revient d'ailleurs. Pensez toujours que les problèmes avec l'hypnose et l'histoire avec l'hypnose, elle restera ad vitam. On a toujours l'impression que ça va mieux, ça retombe, ça va dans l'ombre, ça ressort, et ainsi de suite. Et là, c'était l'émergence, ça ressortait un petit peu de l'obscurité, mais effectivement, on se rend compte que pratique illégale de la médecine, c'est vraiment ce que les Américains ont particulièrement fait attention. C'est ce qui est aussi critiqué à certains égards par rapport aux hypnos actuels, à dire attendez, vous n'avez pas une formation psycho, vous n'avez pas une formation psychiatrique, vous faites de l'hypnose, alors que vous êtes des lay hypnotistes, des hypnotistes juste certifiés d'école. C'est
ça peut être problématique. Donc à l'époque, ça devait être encore pire. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne reviendra pas la même chose. Donc on voit, elle n'a pas pu pratiquer en cabinet. A-t-elle déjà enseigné des parties de cours de Dave Hellman ou l'a-t-elle remplacé? Pauline a-t-elle déjà remplacé Dave Hellman en cours? C'est impossible à dire car je n'étais pas là dans la plupart des cas. Cela aurait-il pu se produire s'il avait eu mal à la gorge ou un problème similaire? Je ne dirais pas que c'est impossible, mais je ne connais aucun cas de ce genre. C'est là où on se rend compte que les infos qu'on a malheureusement sur Dave et justement, et particulièrement moi, ce qui m'intéresse, Pauline, il reste assez peu connu parce que Larry, lui, il avait sa vie à vivre et il n'était pas en cours, en classe avec sa mère, surtout à partir du moment où il était au bahut et au MIT. Comment était perçue Pauline dans la communauté de l'hypnose? Dave Hellman était extrêmement fier de raconter l'incident suivant. L'événement, c'est pas incident. Il y avait une procédure que les médecins devaient effectuer un par un sous surveillance directe. Un soir, en particulier, la classe était inhabituellement pleine. Les médecins ont donc reçu l'ordre de former 2 files, une devant Dave, l'autre devant Pauline. Chaque médecin devait alors s'avancer et faire une démonstration de la procédure. Au milieu de la leçon, Dave a levé les yeux et a constaté que la file devant Pauline était 2 fois plus longue que celle qu'il avait. Il était perplexe et a demandé comment cela avait pu se produire. L'un des médecins a crié depuis la file de Pauline « Admets-le, Dave, Pauline est une meilleure instructrice ». Ce commentaire a été suivi d'applaudissements et d'autres réactions positives. Mon père a raconté cet incident de nombreuses reprises avec beaucoup de fierté pour les capacités de ma mère. J'espère que cela répond à cette question. Ça, c'est plutôt cool. Et ça répond un peu à la question de savoir est-ce qu'il y avait une forme de misogynie perçue, en tout cas pendant les cours. On ne parle pas dans les éléments contextuels, mais pendant les cours, apparemment pas vraiment. Au cours des ateliers, j'ai lu que sa qualité d'enseignement était parfois particulièrement saluée. Les retours étaient-ils souvent aussi positifs? Bon, suite à cette réponse, on imagine que oui. Je crois que mon numéro 9 est correctement répondu. Si nous devons poursuivre sur cette question, j'ai peut-être quelque chose sur le DVD, mais je n'en suis pas sûr. Il faut vraiment qu'il retrouve ce DVD. Pauline a-t-elle été confrontée à des défis liés au fait d'être une femme dans le domaine de l'hypnose à l'époque? Est-ce que maman a rencontré des difficultés en tant que femme dans le domaine de l'hypnose? Je n'en ai aucune idée. Vous voyez, je pense que c'est vraiment quelque chose... Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question parce qu'il y a vraiment un intérêt, une attention qui est portée sur ces problèmes-là. Mais à l'époque, ça se posait même pas. Donc, je pense même pas que culturellement, son fils, qui aujourd'hui a plus de 80 ans, ait eu un regard spécifique là-dessus parce que c'était pas du tout mis en œuvre. Je sais que j'ai été élevé dans l'idée qu'une femme est capable de n'importe quelle activité professionnelle dont un homme est capable. Cela m'a été inculqué dès mon plus jeune âge. Vous voyez, Pauline était la responsable du bureau, du Hobby Lobby et de beaucoup d'autres choses. Au lycée, en tant que commandant d'escadron des cadets de la patrouille aérienne civile, j'ai été confronté à des défis sur ce sujet. J'étais très fier de suivre ce que je percevais comme la politique de ma mère à ce sujet. J'ai dû m'en sortir plutôt bien compte tenu de ma bourse et du fait que j'ai pu servir en tant qu'aide cadet auprès du commandant d'escadre de New Jersey, le célèbre Dragon Lady. La célèbre Dragon Lady. Il faudrait peut-être que je regarde qui est Dragon Lady. Donc c'était une militaire. Enfin, dernière question. D'après vos souvenirs, le domaine de l'hypnose avait-il à cette époque était-il à cette époque ouvert aux contributions de femmes comme Pauline? Je dois laisser votre 11e question sans réponse. Vous voyez, c'était un accueil chaleureux pour ma mère. Mais
Était-ce la profession dans son ensemble ou juste une réaction à la famille Hellman? Je n'en ai aucune idée. Mon exposition personnelle à ce problème n'est probablement pas particulièrement représentative des États-Unis du milieu du XXe siècle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Rappelez-vous que j'ai fréquenté le MIT. Ma classe d'entrée comptait plus de 900 étudiants, mais seulement 32 étaient des femmes. Je me suis ridiculisé, j'ai décidé que j'aurais un rendez-vous avec chacune des 32 personnes pendant ma première année. C'était une décision très prétentieuse que d'avoir pris cette décision. Je n'y suis pas parvenu. J'ai probablement fini par être considéré par plusieurs femmes comme un chaud lapin. Étant donné mes attitudes personnelles comme je l'ai décrit, on serait en droit de croire qu'il y a ici une contradiction. Commentaire annexe. Est-ce possible que notre société tout entière soit incohérente sur cette question? Il faudra y penser. Donc j'espère sincèrement que ma tentative détaillée ici compensera au moins partiellement mon retard. De plus, comme je l'ai dit, je vais chercher le DVD. Je suis totalement réceptif à toute autre demande qui pourrait aider ce projet. Donc voilà pour ce mail. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. Je vais lui renvoyer un mail. Je vais tenter également de faire un podcast avec lui et Cheryl. Ça peut être super cool. Je vais même tenter de prendre Cheryl, qui adore l'hypnose, pour faire comme j'ai fait avec Lee, le regard de femme. Ça peut être cool. On va voir si elle est disponible. Je sais que j'ai pas mal galéré pour ne serait-ce qu'avoir ces réponses-là. Donc on verra comment ça se passe. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que c'est un sujet qui est passionnant. Là, on a encore Larry qui est vivant, qui peut partager ses souvenirs. Et ça peut nous apporter que du bon. Pour revenir sur le thème qui est le plus important, Pauline, on se rend bien compte qu'elle a été importante dans la famille Hellman, que comme Dave, on devrait parler, quand on parle de Hellman Hypnosis, de Dave et Pauline Hellman. On pourrait même dire aujourd'hui Dave, Pauline, Larry et Cheryl Hellman. Mais dans cette première génération qui a développé l'hypnose, Pauline a été quelqu'un d'hyper aidante, d'hyper juste dans sa façon de pratiquer, apprécié. Comme il dit, on ne sait pas si c'était le cas pour toutes les femmes à cette époque-là, qui peut-être n'étaient pas très nombreuses. C'est pas peut-être, c'est certainement peu nombreuses. Donc, on a là un beau document, un bon retour. Ça va être difficile d'avoir plus. J'aimerais bien qu'il retrouve son DVD, ça serait cool, parce que peut-être qu'il y a des anecdotes qui pourraient nous intéresser pour savoir l'intégration de Pauline dans le développement de la Dave Hellman Hypnosis de façon générale. Si vous avez des questions, j'aimerais que vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.